Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler du déplacement que nous avons fait à New York à l'ONU. Je vais vous parler de la polémique et des mensonges qui ont été inventés sur les étudiants et étudiantes à Sciences Po qui se mobilisent pour la Palestine. Je vais vous parler de la situation à Gaza, du vote qui a eu lieu cette semaine à l'Assemblée nationale sur la situation en Ukraine. Et enfin, je vais vous parler de la commission d'enquête sur les médias avec l'audition de Hanouna et de Bolloré, ainsi que de la convention de ce samedi 16 mars où nous allons lancer notre campagne européenne générique. Alors pour commencer, je reviens de 4 jours à New York pour la CSW, donc c'est la commission des droits des femmes qui est organisée donc chaque année. C'est le plus grand événement mondial où se retrouvent à la fois les États mais aussi les associations et militantes féministes de partout le monde qui se retrouvent à New York, à l'ONU, pour discuter des droits des femmes. Et cette année, c'était la 68e édition, notamment axée sur la question du genre et de la pauvreté, puisque partout dans le monde, et en France aussi, la pauvreté touche d'abord les femmes. Alors d'abord, je dois dire que notre délégation insoumise, composée de 7 députés, j'étais très fière qu'on arrive pile le jour de la commémoration d'Harriet Tubman, pour laquelle nous avons fait un discours, déposé une gerbe devant sa statue qui se trouve à Harlem. Harriet Tubman, pour moi, c'est une leçon de courage parce que c'est une femme qui est née en 1820 dans le Maryland, qui ensuite a réussi à s'enfuir une première fois puisqu'elle était née de parents esclaves et était elle-même esclave. Elle a réussi à s'enfuir une première fois, ce qui était déjà un acte de bravoure, mais ensuite elle est revenue environ 20 fois. Elle a refait 20 fois le trajet vers le sud, puis donc pour emmener en sûreté des esclaves vers le nord et même ensuite jusqu'au Canada, puisqu'à partir de 1850, il y avait une loi qui permettait aux maîtres esclavagistes d'aller chercher, même dans des États non esclavagistes, les esclaves qui s'étaient enfuis des plantations. Donc elle a refait à peu près 20 fois le trajet, ce qui a permis de sauver 300 esclaves et de les libérer de leurs fers, ce qui est extraordinaire, avec aidé par un réseau clandestin qui s'appelle le réseau clandestin ferroviaire. Ensuite, elle s'est engagée dans la lutte, dans la guerre de sécession, donc dans la lutte contre les esclavagistes, y compris en prenant les armes, et elle a participé à une opération en Géorgie où elle a sauvé 750 esclaves. Puis, jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'elle est morte autour de 93 ans, on ne sait pas exactement le jour de sa naissance, puisqu'il n'y avait pas de registre à l'époque, mais tout le reste de sa vie, elle s'est engagée sur l'égalité des droits, mais aussi les droits des femmes, et notamment le droit de vote des femmes, et elle est morte 7 ans avant que les États-Uniennes arrivent à avoir ce droit de vote des femmes, 24 ans avant les Françaises, c'était en 1920. Bref, Harriet Tubman, ça me tenait beaucoup à cœur qu'on lui fasse un hommage officiel de notre part, de notre délégation insoumise, parce que je crois que Harriet Tubman nous apprend que, aussi noire que soit la nuit, aussi dure que soit la situation, eh bien, si on ne se résigne pas, si on continue le combat, alors on peut arriver à faire des immenses choses comme elle l'a fait, et ça continue le fil historique que tient la France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon qui a restauré le 4 février comme un jour de commémoration officielle de l'abolition de l'esclavage, avec Jean-Hugues Ratenon qui avait déposé une proposition de loi pour que ça soit un jour férié, puisque c'est l'anniversaire de la première abolition de l'esclavage, je vous en avais déjà parlé, et puis aussi de ce qu'a fait Younous Omarjee, notre eurodéputé, qui le premier a fait voter au Parlement européen la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Ça nous rappelle surtout que la liberté n'existe pas sans ses défenseurs et que l'abolition de l'esclavage a d'abord été le fait de la lutte des esclaves eux-mêmes. Harriet Tubman avait coutume de dire « Si vous entendez les chiens, continuez. Si vous voyez les torches dans les bois, continuez. S'il y a des cris après vous, continuez. Ne vous arrêtez jamais, continuez. Si vous voulez goûter la liberté, continuez. » Je crois que c'est une belle leçon de courage et que nous avons beaucoup à apprendre d'Harriet Tubman. Donc ça, c'était la commémoration que nous lui avons fait 111 ans exactement après sa mort. C'était le début de notre voyage à New York. Puis ensuite, le reste de la semaine, nous avons fait beaucoup de réunions avec des instances officielles, avec ONU Femmes par exemple, mais aussi avec le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, qui notamment nous ont fait savoir que les besoins en financement qu'ils avaient pour assurer l'égalité et le respect des droits des filles et des femmes partout dans le monde étaient aujourd'hui sous-financés, et que l'annonce de Bruno Le Maire
de supprimer 10 milliards du budget 2024 et notamment de supprimer 740 millions sur la question de l'aide au développement, eh bien, allait avoir des conséquences concrètes de filles et de femmes qui partout dans le monde n'auraient plus accès à de l'aide au développement et donc avoir des problèmes dans leur vie quotidienne. Donc, c'est pourquoi elle nous appelait à continuer l'aide au développement. En tout cas, on continuera de se battre pour ça. On a rencontré aussi des associations, notamment iPass. Je ne sais pas si vous connaissez cette association, mais elle fait un travail extraordinaire pour traquer les anti-choix qui sont très financés partout dans le monde et qui arrivent à obtenir des victoires, notamment aux États-Unis où le droit à l'avortement est quasi interdit, mais aussi dans beaucoup de pays en Afrique où arrivent, de par leur lobbying, des lois anti-genre, des lois homophobes, des lois anti-femmes, bref, des lois qui sont contraires aux droits sexuels et reproductifs et puis contraires aux personnes LGBTQIA+. Donc, c'était intéressant parce qu'elle disait, si eux sont aussi organisés et aussi financés, nous devons aussi nous organiser, les associations pro-choix, pour faire en sorte que, justement, les droits des femmes puissent progresser partout dans le monde. Et c'est ce que nous avons fait aussi en rencontrant différentes militantes féministes de plusieurs continents qui, à chaque fois, nous ont dit qu'elles avaient célébré la victoire de la France historique, celle d'être le premier pays au monde à avoir inscrit le droit à l'avortement dans la Constitution. Et c'est ce que nous avons là aussi porté auprès des différentes interlocutrices que nous avons eues sur la manière dont nous avons arraché cette victoire. Et il y a eu un événement organisé à la fois par le planning familial et la délégation des droits des femmes. Je signale juste une certaine petitesse des macronistes puisque Aurore Berger a refusé de parrainer l'événement pour la France. Donc comme ça se fait, là, vous savez, des pays peuvent parrainer ou marrainer des événements. Et elle a refusé de parrainer l'événement si Mathilde Panot y prenait la parole. Donc ils ont ainsi invisibilisé nous qui étions les premiers à avoir obtenu le vote à l'Assemblée nationale et qui avons lancé cette victoire et participé au fait que cette victoire puisse advenir, ce qui est, je crois, typique des macronistes. Nous avons fait une dernière chose à New York qui était un moment très émouvant. C'était une réunion publique, donc un meeting avec DSA et Jewish Voice for Peace. Donc DSA, c'est ceux qui sont à la gauche des démocrates et qui ont notamment porté la candidature de Bernie Sanders. Et puis Jewish Voice for Peace, donc les voix juives pour la paix, qui font des actions pratiquement tous les jours contre le génocide en cours à Gaza. Et donc, nous avons fait ensemble une réunion sur justement les positions que nous tenions les uns et les autres respectivement sur ce qui se passait en Palestine. C'était très émouvant parce que d'abord, ils ont exactement la même analyse que nous sur le cessez-le-feu, les mêmes demandes et les mêmes revendications que nous portons. Et puis, c'était très émouvant aussi parce que il était important pour nous d'être avec des organisations construites, organisées, notamment des organisations juives qui militent pour la paix et pour le droit des Palestiniens à vivre en paix et en dignité, notamment parce que l'extrême droite essaye de faire en sorte que tout le monde croit que ce soit une guerre des religions, alors que nous sommes face à une guerre de colonisation. Et c'est bien ce qui est porté par cette organisation de dire nous refusons que la colonisation continue, de même que nous refusons que le génocide sur les Palestiniens et les Palestiniennes continue. Donc c'était un moment qui à la fois nous permet de faire des liens à l'international avec des organisations qui portent les mêmes revendications que nous et qui était un moment émouvant et joyeux puisque la salle était pleine à craquer. Et nous continuerons à suivre ce que eux font, puisque c'est déterminant parce qu'on sait que si ça craque aux États-Unis, alors Netanyahou ne pourra pas continuer l'offensive, notamment si les États-Unis arrêtent de soutenir financièrement, mais surtout en fournissant des armes à Netanyahou, alors Netanyahou n'a plus les moyens de continuer le génocide qui a cours actuellement à Gaza, et donc à la fois poursuivre, et ils suivent beaucoup ce que nous faisons aussi, donc c'est un encouragement à continuer la lutte. Et donc, j'étais à New York et à l'ONU quand a eu lieu la polémique sur Sciences Po, que j'ai regardé avec un certain effarement, parce que, alors non seulement on se rend compte que en France peut avoir une résonance nationale un incident qui n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été reproché? Les étudiants de Sciences Po se sont mobilisés pour Gaza, c'était dans le cadre d'une journée internationale, ils ont organisé une minute de silence, et puis ils ont occupé un amphithéâtre qu'ils ont renommé Amphithéâtre Gaza, pour avoir des discussions, une conférence,
Bref, agir ensemble pour dire que les étudiants de Sciences Po refusent le génocide qui est en cours. C'est très important parce qu'aux États-Unis, dans les différentes universités, il y a aussi beaucoup de mobilisation et d'ailleurs beaucoup de répression puisque non seulement une présidente d'université, mais des étudiants ont été exclus de la faculté pour s'être mobilisés pour Gaza. Donc les étudiants de Sciences Po font une mobilisation. La polémique arrive sur une étudiante qui n'aurait pas eu le droit de rentrer dans l'amphithéâtre et donc sur une accusation des étudiants de Sciences Po, encore une fois, d'être antisémite, accusation qui est toujours utilisée pour salir les voies de la paix. Il se trouve que contrairement à ce qui a été dit à ce moment-là, sur lequel Aurore Berger, par exemple, s'est aussitôt empressée de tweeter « Ce qui s'est passé porte un nom, l'antisémitisme ». Donc elle s'est jetée dessus sans rien comprendre de ce qui se passait. Or, il se trouve que quand cette étudiante a été interrogée, il se trouve que non seulement elle a pu rentrer, qu'elle dit que personne ne l'a insultée, qu'elle n'a pas entendu ni le mot juif, ni le mot sioniste à son encontre, donc tout ce qui est dit sur cette question est faux, et qu'elle a pu rentrer dans l'amphithéâtre et que c'est parce qu'elle prenait à la fois des photos et des vidéos des militants de Sciences Po qui sont pour la paix, qui sont pour la cause palestinienne, que ensuite on lui a demandé de partir. Mais en aucun cas, elle n'a été empêchée de rentrer parce qu'elle serait juive, en aucun cas, elle n'a été insultée, et en aucun cas, il y avait une discrimination à l'entrée sur qui pouvait rentrer ou ne pas rentrer. Donc toute cette histoire est un énorme mensonge. Mais cet énorme mensonge, non seulement vous avez la ministre des Droits des Femmes qui tweete dessus, mais Emmanuel Macron qui s'exprime sur cette question, et deux ministres, la ministre de l'Enseignement supérieur Retailleau qui s'est immédiatement rendue à Sciences Po, et pire encore le Premier ministre qui s'est rendu à Sciences Po le lendemain, alors que tout ça ne relève que d'un mensonge et d'une volonté, encore une fois, et toujours d'affaiblir les voix pour la paix en les soupçonnant l'antisémitisme. Et c'était intéressant parce que, avec l'organisation Les Voix juives pour la paix aux États-Unis, il disait que il ne supportait plus le fait qu'on instrumentalise l'antisémitisme pour faire taire les voix pour la Palestine. Parce que cela n'a qu'un objectif, faire peur à celles et ceux qui s'expriment dans leur humanité profonde pour dire qu'ils ne supportent pas qu'on soit en train de tuer de telle sorte le peuple palestinien. Eh bien, ça n'a pour vocation qu'une seule chose, de faire peur à d'autres qui eux aussi voudraient s'exprimer. On l'a vu dans beaucoup de manières. On recevait Émilie Gomis la semaine dernière à l'Assemblée nationale, qui est, vous savez, cette sportive qui a pris position et qui a donc dû sortir du comité d'organisation des Jeux Olympiques juste parce qu'elle a exigé un cessez-le-feu et qui, là aussi, a été complètement salie sur cette question. Et je vais vous dire pourquoi c'est dangereux, cette instrumentalisation de l'antisémitisme. Parce que ça affaiblit justement la cause essentielle qui est celle justement de combattre tous les racismes et l'antisémitisme et de dire qu'à aucun moment il n'est acceptable de discriminer quelqu'un pour sa religion, ni d'ailleurs pour sa couleur de peau, son orientation sexuelle ou son genre. En faisant cela, ce qui est dangereux, c'est que, en quelque sorte, ils font croire qu'on ne peut pas à la fois critiquer le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, soutenir la cause palestinienne et dire qu'on refuse un génocide, et combattre tous les racismes et l'antisémitisme. Eh bien si, il est possible de faire ça, et il va falloir arrêter d'utiliser à tout va l'antisémitisme comme étant une sorte de rayon paralysant sur tous les gens qui juste parlent pour la paix. Et donc, moi, je veux apporter ici tout mon soutien aux étudiantes et aux étudiants de Sciences Po qui font l'honneur de ce pays en se mobilisant pour la paix. Et je veux dire à quel point j'ai honte d'un gouvernement qui, à partir de mensonges, crée de nouveau une situation pour juste cacher le fait que eux n'agissent pas à la hauteur de la situation. Parce que la situation à Gaza continue d'être absolument catastrophique et tous les jours de franchir des seuils dans l'horreur. Nous avons eu de nouveau cette semaine un énième massacre de la farine, c'est-à-dire une nouvelle fois des gens qui, complètement affamés, puisque aujourd'hui la faim et la famine est utilisée comme une arme de guerre, essayent juste d'avoir accès à de la farine, donc avoir accès à de quoi se nourrir eux, nourrir leurs enfants, et se sont fait tuer par l'armée israélienne en essayant d'avoir accès à de l'aide humanitaire. C'est au moins le 3e massacre de la farine que nous connaissons, avec plus de 150 morts qui sont à déplorer dans ces massacres de la farine. Donc c'est très grave. Et l'ONU nous a donné un chiffre cette semaine qui devrait nous faire toutes et tous réfléchir. Il y a eu plus d'enfants palestiniens tués en 4 mois depuis le 7 octobre que d'enfants tués dans tous les conflits du monde en 4 ans. Donc nous sommes sur quelque chose qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer et utiliser comme mot. Et les massacres de la farine montrent bien qu'il y a une intention
génocidaire sur le peuple palestinien et que aujourd'hui, la France n'est pas à la hauteur de la situation. J'entendais encore Emmanuel Macron qui disait dans une interview que le peuple palestinien avait le droit à un État, mais qu'attend Emmanuel Macron pour reconnaître l'État palestinien? Je rappelle que l'Assemblée nationale avait voté en 2014 sur la reconnaissance de l'État palestinien, que c'était une promesse de François Hollande qu'il n'a pas tenue, et que Emmanuel Macron, ça fait plusieurs fois qu'il dit « ce n'est pas tabou de parler de la reconnaissance de l'État palestinien ». Eh bien, ce serait un signal fort pour la paix qu'enverrait la France, qui est par ailleurs à la traîne, puisque 138 États l'ont déjà reconnu, que de reconnaître l'État de Palestine et d'agir au niveau diplomatique pour que la Palestine soit reconnue au sein des Nations Unies. De même, sur la question des sanctions, je vous invite à aller regarder l'extrait vidéo où Myriam Laribi pose une question à la porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire en termes de cohérence, pourquoi le président écarte des sanctions contre le gouvernement, bien sûr, madame, contre le gouvernement israélien, alors que la France applique depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron des sanctions contre le Venezuela, des sanctions qui comprennent par exemple les armes, les équipements. Pourquoi ce deux poids deux mesures, par exemple, par rapport au Venezuela? Je viens de vous donner la position de la France sur cela et le ministre des Affaires étrangères a été interrogé précisément sur cela. Il a répondu hier devant la représentation nationale. Désolée, mais vous n'avez pas donc de réponse sur est-ce que je viens de vous confirmez ce que a dit Emmanuel Macron à Bompard? Comme d'habitude, Prisca Thévenot répond à côté. Elle dit que elle a déjà donné la position de la France. Oui, mais la position de la France, c'est de faire des sanctions uniquement sur les colons. Et ce que les États-Unis ont fait avant la France, là encore, c'est la honte sur la diplomatie française. Mais donc, ok, fait sur des colons, mais nous, ce que nous demandons, c'est des sanctions économiques, notamment sur l'État d'Israël, et qu'on agisse sur notamment les accords commerciaux entre l'Union européenne et Israël. La journaliste lui pose plusieurs fois la question, et plusieurs fois, elle ne répond pas, jusqu'à lui dire « Mais je ne comprends pas, depuis 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron, la France a décidé de sanctions sur le Venezuela. Des sanctions sur les armes, des sanctions économiques et des sanctions sur les personnes avec des personnes qui sont interdites de séjour en France. » Elle dit, est-ce que ça veut dire que le gouvernement français considère que la politique vénézuélienne est aujourd'hui plus grave que la politique d'extrême droite israélienne? Est-ce qu'il n'y a pas un deux poids deux mesures qui est évident dans ce qui est en train de se passer? Et là aussi, Prisca Thévenot ne sait absolument pas quoi répondre. Donc nous redisons que nous exigeons un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza, que pour cela la France doit reconnaître l'État palestinien, ce qu'elle peut faire immédiatement, et doit déclarer un embargo sur les armes et des sanctions sur l'État d'Israël. Parce que maintenant, il faut monter la pression sur Netanyahou qui a l'air de ne vouloir rien céder et de vouloir à tout prix continuer le génocide qui est à court à Gaza sans que la France soit au rendez-vous de l'histoire sur cette question. Ça m'amène au vote qui a eu lieu cette semaine à l'Assemblée nationale sur la situation en Ukraine. Emmanuel Macron s'est lancé depuis plusieurs semaines dans un discours va-t-en-guerre qui est extrêmement inquiétant. Il a commencé d'abord par dire qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes en Ukraine, pour ensuite que ses ministres disent que en fait nous avions tous mal compris. Alors ça veut dire que l'Allemagne a mal compris, que la Pologne a mal compris, que l'Italie a mal compris et que beaucoup d'autres pays n'ont pas compris. Et même l'OTAN a dit qu'il excluait d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Donc encore une fois, Emmanuel Macron affaiblit la voix de la France et fait honte à la France. Au point que ces ministres, du coup, ont dû expliquer non seulement qu'on avait mal compris, mais qu'ils parlaient juste de déminage, de formation et de je ne sais quoi. Ce qui ressemblait à un très fort rétropédalage. Eh bien, de nouveau, Emmanuel Macron continue dans une irresponsabilité totale qui placerait la France en guerre directe avec une puissance nucléaire, ce qui est impossible, en disant que oui, il n'était pas exclu d'envoyer des troupes, et avec cet extrait qui est absolument incroyable et qui dit tout, qui a été dit ce jeudi 14 mars à la télévision. Alors, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales françaises en Ukraine? Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà. Donc, quand vous voyez la journaliste dire que non seulement il n'est pas exclu qu'elle se lève à la fin de l'entretien, mais que
elle va forcément se lever à la fin de l'entretien et que Emmanuel Macron lui dit oui, vous comprenez qu'il n'a en rien renoncé à envoyer des troupes en Ukraine, ce qui, je le rappelle, est désastreux. Et face au va-t-en-guerre à la fois d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen et d'autres, eh bien, je le redis, nous sommes le camp de la paix et je suis fière d'être la présidente d'un groupe parlementaire qui a voté contre. Nous sommes le seul groupe avec le groupe communiste à avoir voté contre la déclaration qui avait été faite par le Premier ministre mardi à l'Assemblée et qui est une déclaration qui est dans le même fil de ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire une déclaration va-t-en-guerre qui continue de dire que l'Ukraine devrait rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN, ce qui est une folie que nous refusons absolument. Et bien, quand on a le courage de la paix, il faut avoir le courage de négocier et nous redisons qu'il faut une conférence pour la paix organisée par l'OSCE, puisque dans l'OSCE siège à la fois la Russie, siège l'Ukraine, siègent les 28 pays de l'Union européenne et les États-Unis. Et donc, c'est dans ce cadre-là que pourraient avoir lieu des négociations avec des garanties de sécurité mutuelle qui permettraient enfin de revenir à la paix et de sortir le peuple ukrainien de la guerre dans laquelle ils sont enferrés. Ensuite, je voulais vous parler de la commission d'enquête que nous menons à l'Assemblée nationale. C'est Aurélien Saint-Toul qui en est rapporteur et donc c'est notre droit de tirage parce que l'Arcom va devoir décider quelle chaîne il continue d'autoriser à diffuser d'ici 2024-2025. C'est très important parce que si des chaînes sont privées, les fréquences restent publiques. Et donc, c'est l'Arcom qui décide, selon une convention, si les chaînes respectent ces différents critères, qu'ils attribuent telle ou telle chaîne aux différents médias. C'est très important parce qu'il y a un enjeu particulier en ce moment pour savoir si, par exemple, CNews va pouvoir continuer d'émettre ou pas. Donc, cette semaine, on avait des auditions très importantes puisque à la fois Bolloré et Hanouna étaient auditionnés par cette commission d'enquête. Alors d'abord, sur l'audition d'Hanouna, le président macroniste a essayé de faire en sorte que Louis Boyard, qui était prévu pour interroger Bolloré, ne puisse pas prendre la parole. Et donc, il a fait en sorte que les prises de parole durent très longtemps, de laisser Bolloré raconter sa vie pour faire en sorte qu'il n'y ait ensuite plus le temps physique pour que Louis Boyard puisse poser sa question. Et d'ailleurs, l'audition s'est terminée par quelqu'un du Rassemblement national qui a léché les bottes à Bolloré et qui montre bien que les liens de Bolloré et de l'extrême droite sont extrêmement forts. Ensuite, ça a permis de révéler et de lever le masque sur qui est Bolloré et ce qu'il fait avec ses différents médias. D'abord, il a dit « Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre sur mes antennes ». Donc, ce qui confirme ce que Zemmour disait notamment sur Bolloré, c'est-à-dire que Bolloré achète des médias qui sont à perte, et d'ailleurs, ce n'est pas son problème, pour mener à bien sa guerre de civilisation et donc mener à bien le fait que puissent se répandre partout dans le pays ces idées d'extrême droite. Ensuite, rappelez-vous du scandale qu'il y avait eu autour du visuel qui avait été fait qui montrait l'avortement comme première cause de mortalité avant le tabac ou même avant les morts par cancer. Eh bien, si vous aviez un doute sur l'erreur technique, comme ils disent, vous n'avez qu'à écouter Bolloré qui dit qu'il a laissé sa femme avorter et qu'il n'y a pas un jour où il ne pense pas à cette vie qu'il a contribué à supprimer. Donc là aussi, c'est clairement une rhétorique anti-droit qui est portée, qui est la rhétorique de l'extrême droite partout dans le monde. Et c'est à chaque fois comme ça qu'ils attaquent les droits des femmes et les droits des minorités genrées. Et puis, alors après, après je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir, vous avez un nouvel épisode. Bolloré qui dit « J'ai beaucoup d'amis musulmans. Regardez, j'ai accueilli le roi Mohamed V dans ma propriété de Garges-Vaucresson, donc ce qui explique qu'il ne serait pas islamophobe, ce qui est complètement incroyable vu ce qui est diffusé sur ces chaînes. Ou alors Hanouna, un peu plus tard, qui a dit « J'ai un grand respect pour les femmes, j'ai une maman, j'ai une sœur ». Alors là, on est tout à fait convaincus de ce qu'ils sont en train de faire. De même, si on continue l'audition de Bolloré et d'Hanouna, Hanouna a prétendu, vous savez, quand les gens viennent en commission d'enquête, ils sont obligés de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, sinon ils peuvent être ensuite poursuivi pénalement. Cyril Hanouna a menti puisqu'il a dit sous serment qu'il n'avait pas entendu, au moment où Louis Boyard parlait des activités de Bolloré en Afrique, pour lequel d'ailleurs Bolloré a été condamné pénalement, il dit qu'il n'avait pas entendu qu'il parlait de Bolloré et que donc il aurait commencé à l'insulter comme ça. Je rappelle que sur l'affaire Louis Boyard contre Cyril Hanouna, l'Arcom avait infligé une amende record à Hanouna de 3,5 millions d'euros. C'est la plus grosse amende qu'il y ait jamais eu. Donc là aussi, c'est un mensonge qu'il a dit. En tout cas, ces auditions sont importantes pour montrer que
ces chaînes ne respectent pas les conventions de l'Arcom et que donc des chaînes qui ne respectent pas les conventions de l'Arcom n'ont rien à faire sur des fréquences de la télé, avec tout ce que ça veut dire sur le projet de société qu'ils essayent de nous imposer. On continue ce combat-là, on continuera de vous tenir au courant et regardez ce qui s'y passe parce que ça sera intéressant, avec un rapport qui sera rendu à la fin avec un certain nombre de recommandations dont nous espérons bien qu'elles seront ensuite suivies d'effet. Enfin, dernière chose, ce samedi 16 mars, c'est la convention de la France Insoumise, de l'Union Populaire, puisque nous allons lancer notre campagne aux européennes. Je veux redire à quel point il est irresponsable des autres forces de gauche d'avoir refusé de faire une liste unique aux élections européennes, puisque tous les sondages continuent de montrer que si nous avions une unique liste autour du programme de gouvernement de la NUPES, eh bien nous serions les premiers à l'élection européenne. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui est sondée en premier lieu, et donc ils prennent le risque que l'extrême droite soit la première force au soir des élections européennes, ce qui est bien sûr un signal désastreux pour notre pays et la suite. Alors, fort heureusement, nous disons que nous continuons autour du programme de la NUPES, et nous l'avons fait avec des personnes qui sont au-delà même de la France Insoumise, qui continuent de vouloir porter ce programme et donc porter cette stratégie de l'Union Populaire. Je veux remercier cette semaine Aurélien Taché, député ELV, qui a soutenu officiellement la liste menée par Manon Aubry, et vous le verrez demain, dans notre liste, puisque ça sera le lancement de cette campagne, dans notre liste se trouvent des grandes personnalités, et donc je vous invite toutes et tous soit à venir à la convention, soit à la suivre en direct, parce que le 9 juin, jour des élections européennes, par votre bulletin de vote, nous pouvons tout changer. Vous pouvez nous donner de la force pour tout changer. Et je vous rappelle que c'est le seul jour où vous avez exactement le même pouvoir dans votre urne que Hanouna, que Bolloré et que tous les autres qui sont en train de nous pourrir la vie. Donc, utilisons ce bulletin de vote pour nous donner de la force. Et je rappelle que l'élection n'est jamais faite avant le jour d'un vote et que ce sont les peuples qui écrivent l'histoire, et que donc si on déjoue le fait que l'élection européenne se fasse sans le peuple, eh bien on peut faire en sorte que on écrive une toute autre histoire pour notre pays, à la fois pour les élections européennes mais aussi pour les échéances à venir. Donc le 9 juin, toutes et tous aux urnes, et je vous souhaite une excellente semaine.